en fait assez d'accord avec ce que Madame Laloum vient de dire sur l'état de l'Europe sociale, en fait. Donc je ne vais pas répéter tout ça. Il est clair, pour commencer, que le débat a toujours été là, je crois, dès les débuts, si on regarde les premiers traités, et le débat n'est pas fini. Il faut distinguer entre une réalité politique qui change tout le temps. On a appris quand même des choses en Europe. Je crois que même au plus haut niveau politique, ils ont compris que la réponse à la grande crise financière grecque et euro, c'était peut-être pas tellement intelligente. Et que cela a fait beaucoup de dégâts partout dans nos sociétés. À cela s'ajoutent dans la réalité politique les conséquences du Covid, la pandémie qui a quand même montré aussi la fragilité de nos systèmes sociaux. Et tout cela a un impact énorme sur les réflexions à Bruxelles et dans les États membres. Et le résultat, c'est une demande ambitieuse envers de la Commission européenne pour faire beaucoup plus. Il y a peu de limites. Ici, je dois aussi évoquer le rôle important, croissant du Parlement européen. Donc d'abord, le fait que le président ou la présidente de la Commission doit être confirmé par le Parlement européen, bien entendu, crée un débat politique sur ce que cette personne doit faire dans les 5 ans en avenir. Et dans ce débat, pour avoir sa majorité, Mme von der Leyen a dû faire des promesses dont sont sorties une proposition pour une directive sur un salaire minimum et d'autres choses. Et ce processus va continuer. Le Parlement est très actif dans ce domaine. Il y a aussi l'article 255 du traité qui permet au Parlement de faire des demandes, des rapports d'initiative à la Commission, dont vont sortir bientôt une directive sur les comités d'entreprise européens, une directive sur le salaire des stagiaires et une directive sur le droit à la déconnexion et le télétravail. Tout cela trouve son origine dans le Parlement européen et dans le système démocratique entre les différentes institutions. Là, on trouve les résultats. Donc tout ça, c'est pas vraiment bétonné du tout, le concept de l'Europe sociale. Bon. La réalité juridique, par contre, n'a pas beaucoup changé. On a toujours le même traité. Hein. Et le traité de Maastricht qui nous donne aux institutions européennes certains pouvoirs et certaines compétences dans un domaine où la subsidiarité règne, compétences partagées, où on est au carrefour entre les différentes cours, en fait, des thèmes assez controversés et politiquement difficiles. Mais il y a quand même eu cette évolution à laquelle j'ai fait référence dans mon première intervention. L'Europe sociale a commencé comme un complément au marché intérieur. Hein, donc un complément à la libre circulation surtout. D'où sont sorties beaucoup de directives sur la santé et la sécurité au travail, mais c'était surtout pour garantir une concurrence équitable. C'était, en fait, la justification était économique, pas vraiment sociale. Et d'où aussi cette affaire que le Royaume-Uni a commencé contre la directive temps de travail. Tout au début, elle a contesté cette base juridique parce que le Royaume-Uni trouvait que l'Union allait beaucoup trop loin. Parlons du Royaume-Uni, comme on dit dans cette langue, every cloud has a silver lining. Je trouve quand même que le départ de ce pays nous aide un petit peu. Je suis très déçu qu'ils sont partis. Hein. Pas de débat, cela affaiblit énormément l'Union européenne, mais dans mon petit portefeuille, quand même, avec la majorité qualifiée, cela aide. Donc on a vraiment évalué faire un complément au marché intérieur pour garantir une concurrence loyale, parce qu'on n'aime pas qu'on fasse la concurrence sur le dos des travailleurs, c'est aussi simple que ça, vers une politique sociale européenne un peu autonome. C'est comme ça que je vois l'évolution. Et là, on est donc dans la réalité juridique, on est dans l'article 153, avec ce fameux paragraphe 5
qui semble vouloir dire que l'Union européenne ne peut pas légiférer sur les salaires, sur les rémunérations. Bon, la réponse qu'on a trouvée, avec l'aide de beaucoup de nos juristes très créatifs, c'est la directive ne fixe pas un salaire. Voilà. D'où aussi sa faiblesse. Donc en fait, je réponds un peu à votre analyse extrêmement bien faite sur cette directive qui a beaucoup de faiblesses. Et maintenant, il faut espérer que la Cour ne va pas dire qu'elle est néanmoins illégale parce que l'article 5 n'a pas été respecté ou là, j'ai pas... Bon, je suis un juriste formé dans les années 90, donc il ne faut pas avoir trop d'illusions, mais je ne crois pas que la Cour le dira. Par contre, on peut avoir un peu plus de doutes sur un autre élément de cette directive, et c'est la dimension négociation collective et la partie salaire statutaire, comme vous l'avez très bien expliqué. En fait, l'article 153 contient un autre paragraphe qui dit que si la législation porte sur les négociations collectives, on passe vers l'unanimité. Donc, la question juridique, à mon avis, fort intéressante et importante, est-ce que cette directive qui est sortie de ces trilogues, un paquet politique sans aucun doute, un compromis pas très beau, est-ce qu'elle est toujours suffisamment salaire et donc conditions de travail ou plutôt dimension partenaires sociaux. Et donc l'article 153, moi j'ai dit souvent, c'est un jungle, mais aussi une mine d'or pour les juristes. Les deux vont ensemble. C'est clairement un article qui contient beaucoup de compromis politiques qui ont été faits au moment des négociations du traité de Maastricht. Donc on doit naviguer. On navigue, mais ce qui est clair, on ne peut jamais harmoniser. Pas question d'harmoniser dans ce domaine. C'est interdit. On ne peut créer que des droits minimaux. Donc une protection minimale et uniquement pour ceux qui sont salariés. Uniquement pour les travailleurs. Donc, d'où le problème énorme, un vrai problème juridique qu'on a avec la directive sur la plateforme, où en fait, on veut éliminer des faux indépendants, mais la base juridique 153 ne nous le permet pas. Pas directement, parce qu'elle ne parle pas des indépendants. On ne peut pas, sur cette base juridique, venir avec une directive qui détermine qui est un vrai indépendant. C'est ça au cœur du débat. Ça, c'est une compétence purement nationale. Rien n'empêche la République française de déterminer qui est indépendant. Au niveau européen, au moins sur la base des 153, on ne peut pas parce qu'un indépendant, c'est une entreprise. La petite exception qu'on a faite pour les solo self-employed, heureusement, pour éviter que des gens qui sont dans ce secteur de l'économie se trouvent confrontés avec, qui sont considérés comme un cartel. Parce que des business qui se mettent ensemble pour négocier leur salaire, ça c'est un cartel, non? Ou leur financement. Et donc les solo self-employed, cette notion a été créée pour éviter ce résultat néfaste. Donc, pas d'harmonisation, uniquement pour les salariés et uniquement une protection minimale. Les États membres peuvent toujours donner plus, c'est même très bienvenu s'ils donnent plus, mais et jamais moins. Donc l'idée c'était de créer un socle avec une protection minimale pour tous les travailleurs à l'Europe. C'est ça en fait le cadre dans lequel on travaille et qui limite la Commission assez fortement. Avec des initiatives nouvelles. Et pour terminer, donc, grâce à la créativité des juristes, et on y arrive quand même, je trouve pas si mal. Mais est-ce qu'il faut se poser peut-être la question, est-ce que le traité est encore sur ces affaires, notamment l'article 153, est-ce que le traité est encore en phase avec la société actuelle? Ma réponse est non. La distinction fondamentale
que le traité fait toujours entre indépendants et salariés n'existe plus. Ça, c'est l'économie des années 50. Et il y a d'autres éléments où on voit quand même que, voilà, il y a cette demande claire, au moins du Parlement européen, de la société, je crois, de venir avec plus, mais le traité ne permet pas. Merci.